bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque et je suis très contente que monsieur Jean-Pierre Elkabbach ait accepté de faire une interview selfie sur laruchemedia.com. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. C'est la première fois que je me livre à un tel exercice. Oui, c'est étonnant cette infrastructure comme ça, cette proximité avec... Oui, mais c'est intéressant d'utiliser toutes les technologies les plus nouvelles, modernes. Ça m'a toujours plu. Et partout où je suis passé dans les médias, à la radio, à la télévision, j'ai essayé d'adapter le média aux technologies qui se développaient et même en essayant d'anticiper. Ah, super. Bah alors voilà. Mais Donc c'est là, la première fois avec un avec un selfie. petit selfie comme ça. Alors justement, donc ça me donne envie de poser une première question sur une émission culte qui était Carte sur table. Vous vous rappelez de cette émission, bien sûr. Alors il y avait une table, il y avait une petite table, il y avait une proximité avec votre invité. Aujourd'hui, il y a une proximité entre nous. J'ai eu envie d'inventer ce système-là pour justement aller chercher autre chose comme réponse chez mes invités. Est-ce qu'il y avait cette scénographie volontaire sur cette émission maintenant dont on se rappelle tous? L'émission a duré 4 ans et demi. Elle avait lieu tous les mois et elle était parfois tous les 15 jours quand il y avait des élections. Et effectivement, elle est devenue une des émissions qui ont marqué après Armes égales L'heure de vérité. C'est vrai qu'elle avait eu sa place. Et c'est vrai que nous avions cherché, comme vous dites, une scénographie qui permettait d'être le plus proche possible de l'invité ou de l'interlocuteur. Et c'est Serge Julie un jour qui a dit que nous étions les uns et les autres à portée de gifle. Super cette expression. Ouais, et c'était vrai en plus. Et quelquefois, j'ai vécu, ou en tout cas une fois, une émission qui a été pour moi le cauchemar de toute ma vie professionnelle. C'était Duhamel et moi, nous étions avec Jacques Chirac. Oui. Et Jacques Chirac, qui avait une présence folle, détestait la télé. Détestait la télé et les journalistes de télé. Parce qu'on le mettait devant ses contradictions, parce qu'il n'aimait pas improviser, il estimait qu'il ne savait pas improviser. Et surtout, il n'aimait pas la contradiction. Quand on lui disait, mais vous avez dit ça en telle année, pourquoi vous dites ça maintenant, etc. La semaine dernière, vous avez dit... Pendant un quart d'heure, il n'a pas arrêté de me taper dessus. Et je me demandais, je m'en vais, je reste, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas m'en aller, Georges Marchais l'a fait, ou d'autres l'ont fait avant moi. C'était dans une émission Armes égales, c'était Maurice Clavel qui s'était levé, qui disait au revoir messieurs les censeurs, et il était parti. Je dis, je ne peux pas faire ça, je vais avoir ridicule. Je dis, mais qu'est-ce que va penser ma mère, ma femme, ma fille? J'avais honte. Je suis resté un quart d'heure sonné. Et peu à peu, je suis revenu dans le débat. Et c'est vrai qu'on était à portée de physique d'une castagne réciproque. On était les trois. Et c'est comme ça qu'il y a eu des moments assez inouïs parce que personne ne pouvait tricher. Quand Georges Marchais sortait un carnet et qui disait à Alain Duhamel, vous voulez que je dise combien vous gagnez? Vous voulez que je dise combien vous gagnez? Et Duhamel, non, 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 c'est pas la peine. Il ne gagnait pas beaucoup, mais voilà. Vous voulez que je vienne? Et à la fin de l'émission, marchait parce qu'on était tout proche. Mais c'est ça, donc disait, ça crée une proximité. Il a eu peur, mais il n'y avait rien sur la feuille. Je ne sais pas comment il gagne. Le bluff, mais super bluff. Qui marchait. Donc, mais la proximité a beaucoup joué. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas s'installer dans un grand fauteuil, être loin les uns des autres. Ouais. Il fallait créer de la concentration et de l'insécurité chez l'invité. De l'insécurité. Dans la bibliothèque Médicis, les invités sont là debout. Je ne les interrogeais pas à tour de rôle. Bien sûr, chacun avait son temps, mais j'essayais de croiser vous créez des passerelles. Jugements pour qu'à tout moment, celui qui ait donné l'air de s'ennuyer puisse intervenir. Donc, personne pouvait passer l'émission sans regarder et écouter le voisin. Et être à l'abri. Voilà, donc à mon avis, la structure géographique et physique d'une émission joue un rôle important même pour le contenu. Oui, sur le résultat. La forme sur le contenu. Et par rapport justement à la télévision, est-ce que c'est l'endroit de la lutte politique quand on voit justement cette phrase à portée de gifle qui est juste superbe? Moi j'ai les mains coincées, je peux pas. De toute façon, elles tiennent le manche. Mais faites attention parce que moi je pourrais la voilà, donner. c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que j'ai les mains libres. Non. Est-ce que la télévision, c'est cet endroit de lutte justement? Non, justement, ce serait, et c'est un défaut de comparer la télévision au réel et de faire de la télévision l'endroit où se termine le réel, où s'exprime le réel. Il faut savoir que c'est une part de fiction, que ça ne correspond pas à tout, et en même temps aller au contact de la réalité. Quand on nous raconte une manifestation qui est une mobilisation moyenne. La mobilisation
Et alors qu'on a filmé quelques personnes, mais qu'on n'a pas montré le vide, la télévision n'est pas le lieu de la réalité. De la vérité. Pas de la vérité politique ou de la réalité, c'est pas le lieu. Et là, il y a une tricherie, une tromperie. Une tromperie. Et puis il y a quelque chose que je déteste et qui s'est développé, je pense, depuis la présidence de François Hollande, quand Hollande essaie de régler de l'Élysée le problème de la roumaine Leonarda, que les télés lui donnent tout de suite la possibilité à Leonarda de lui répondre. Et aujourd'hui, on est arrivé dans la léonardisation des institutions. C'est-à-dire que n'importe qui peut répondre à un prix Nobel en lui disant mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie celui-là, un type qui n'a aucune formation. Il y a un déséquilibre institutionnel qui finit par être dangereux pour la démocratie. Oui, et qui du coup le respect... Et on est en train de le vivre. Oui, exactement. Justement, c'était une question que j'avais prévue un peu plus tard, mais je vais la poser maintenant. Du coup, on est en train de vivre ça. Est-ce que nous vivons un trouble ou une révolution démocratique en ce moment ? On vit une mutation technologique avec des conséquences démocratiques. Et sur le fonctionnement de la démocratie et l'amélioration nécessaire de la participation des citoyens à la vie publique. Mais quand même, qu'on arrête de nous faire du cinéma. La France, par exemple, elle va avoir en 2019 des élections européennes. Ça va être une bataille rude et passionnée. Il va y avoir 2020 les élections régionales, il va y avoir des élections cantonales, il va y avoir l'élection présidentielle, il va y avoir les élections législatives, c'est-à-dire en 3-4 ans, on va avoir à peu près tous les 10-11 mois une élection importante avec mobilisation. On peut faire dans l'intervalle un référendum selon certaines règles. Mais la France a besoin que les citoyens participent davantage pour que la démocratie vive. Mais en même temps, il y a toute une pédagogie à faire sur les transformations et les bouleversements de la technologie. Je ne suis pas un spécialiste de la technologie, les algorithmes. Mais chaque fois, on a essayé, grâce à l'émission que je faisais sur les bibliothèques Médicis, à force de lecture, etc., de voir les évolutions. Il y a eu l'intelligence artificielle, les robots, les drones. On avait fait les premières émissions avec 3-4 drones qui se promenaient. Et maintenant, je pense qu'il va y avoir une réglementation internationale et même mondiale sur les vols de drones, etc. Donc, il y a des bouleversements qui se font à une grande vitesse. Et c'est pourquoi je crois, et je veux affoler personne, mais j'y pense, et quelquefois avec les politiques on le dit. Là, ce qu'on vit avec les Gilets jaunes, c'est une rébellion sociale avec des aspirations tout à fait légitimes et qui découlent de, je sais pas moi, 30-40 ans de problèmes non réglés. Et peut-être d'indifférence, pour ne pas dire de mépris, à des couches sociales ou des couches populaires qui auraient dû être concernées. Mais là, on va vers une transformation encore plus terrible avec l'intelligence artificielle. Il suffit de lire quelques spécialistes comme le penseur qui s'appelle Yael Harari, comme Laurent Alexandre, comme un certain nombre de gens dont on peut donner les noms, pour voir que la vraie révolution technologique, elle va arriver, elle est sur le chemin. Donc les gilets jaunes, c'est rien à côté de ce qu'il va y avoir, quand il va falloir faire de la formation continue pour être adapté aux emplois, quand il va falloir que toutes les caissières ne soient plus caissières, que les médecins, les avocats aient un robot au lieu d'avoir un jeune assistant, etc. Un exemple, après je mettais, en Chine par exemple, un des grands professeurs et chirurgiens, alors je ne sais pas si chirurgien du cœur ou d'autres choses, un des grands chirurgiens à réputation mondiale a pris comme premier assistant un robot qui a passé tous les examens de médecine. Et il y a des robots qui sont en train de suivre des cours de médecine. Alors, je ne sais pas comment, mais le résultat, c'est qu'on va les voir partout. Et ça aura des conclusions, des conséquences sur les emplois, sur la croissance et sur des populations qui sont, comme dit le Harari, qui risquent d'être une classe d'inutiles, parce qu'il n'y a pas de boulot. Ah, ça serait encore plus que déclassé d'être inutile. Donc voilà, donc les gilets jaunes, c'est grave, mais
la perspective, elle est encore plus... Bien sûr. Elle ne sera pas jaune. Et l'idée de l'intelligence artificielle me fait penser à quelque chose, c'est sur la formation. On est à quelques jours de la journée des femmes et la formation des mathématiques est souvent adressée aux hommes. Les filles s'en vont toutes seules d'elles-mêmes parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas du tout aptes à faire des mathématiques à haut niveau. Et voilà, donc je voulais avoir votre avis là-dessus parce que l'intelligence artificielle, pour l'instant, les robots sont créés par la gente masculine. Donc qu'est-ce que ça va donner comme monde dans 30 ans ? Chez les grands chercheurs, les grands théoriciens des algorithmes, il y a aussi des femmes dans ceux qui ont fait l'intelligence artificielle, comme un truc qui s'appelle AlphaGo, qui est une machine qui a joué contre un joueur de Go, etc. Ils sont une centaine à l'avoir fabriqué. Là-dedans, il y avait des femmes. Et c'est vrai que les femmes doivent, en plus d'avoir les mêmes traitements que les hommes, etc., les femmes doivent avoir des responsabilités. Elles sont de plus en plus dans les entreprises et elles doivent avoir dans la formation pour les mathématiques et la physique leur place abondante comme elles doivent avoir partout. Et au passage, le 8 mars, bien sûr que même dans des émissions, je vais peut-être aller chercher quelqu'un qui va parler des femmes. Mais en même temps, je me tirerai l'oreille. Parce que la fête de la femme, ou la journée de la femme, c'est 365 jours par an. Voilà. C'est pas un jour. Un jour pour le juif, un jour pour la femme, un jour pour le je sais pas quoi, l'homosexuel, ou je sais pas quoi. Non. Tous les jours, ça doit être la place, le rôle, l'importance de la femme, aussi bien dans le pouvoir politique que dans le pouvoir d'entreprise ou dans n'importe quoi. Et je dirais au passage, parce que ça a été toujours mon combat, les droits des femmes. Depuis les petits journalistes tout jeunes, etc., j'ai défendu, et je pourrais raconter, la contraception avec Lucien Levert, Simone Veil, Gisèle Halimi, toutes celles qui ont poussé pour les droits et l'émancipation des femmes. Et même, je venais de commencer quelqu'un dont vous verrez le nom, Louise Weiss, qui a été une des premières féministes, une des premières agrégées, mais au début du siècle, et qui était assez âgée, et qui avait un culot monstre, une présence formidable, qui faisait des voyages. Et ma patronne, parce que j'ai travaillé sous les ordres d'une femme qui m'a beaucoup formé, qui était Jacqueline Baudrier, elle m'avait envoyé chez elle pour faire une série d'entretiens. Et elle m'avait impressionné. Donc, les femmes partout. Et quand j'ai été directeur de l'information, la première femme caméra ou woman, c'est moi qui l'ai nommée. Ah, en effet. Contre l'avis des syndicats, contre l'avis de tout le monde, parce qu'on disait que les caméras sont trop lourdes. Ah, bien sûr, il y a toujours une belle excuse. Bon, alors, je ne vais pas revenir, mais ça a été un de mes causes. J'ai fait dans ma vie, et le métier me l'a permis, autant que j'ai pu, la défense de certaines causes. Les femmes, la lutte contre les discriminations raciales, sociales, machin, la justice autant qu'on peut, l'abolition de la peine de mort. Oui. Complètement. Justement, cette montée actuelle, un repli identitaire, la montée de l'antisémitisme aujourd'hui, ça vous inspire des heures compliquées et sombres, ou c'est une passade, ou vraiment il y a quelque chose de compliqué dans la façon qu'on a tous de communiquer avec les uns avec les autres? Il y a des emballements. C'est vrai qu'il y a un fond chez quelques-uns de racisme au pluriel et d'antisémitisme aussi dans la société française. Mais il y a peut-être aussi des gens par manque de formation ou parce qu'ils refusent telle ou telle formation ou parce qu'il y a des influences extérieures, etc., qui viennent renforcer et donner une autre dimension à l'antisémitisme qui peut venir de l'islamisme radical. Oui. Mais moi, je lutte, et il faut lutter contre la xénophobie, les racismes, l'antisémitisme, l'islamophobie, toutes ces haines de l'autre. Moi, j'ai toujours essayé de faire le travail de respecter l'autre, même si c'est un adversaire. Pour revenir sur le travail de l'interview politique, qu'est-ce qu'une bonne interview et quelle est la différence entre arbitrer un débat ou interviewer, interroger quelqu'un? Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des feux de cheminée dans une maison de campagne ou chez vous? J'ai essayé il y a un mois, mais chez moi, oui. Il fallait foutre le feu à la maison. Bon. Eh bien, un feu de cheminée, vous mettez dans un temps du bois, vous alimentez le feu, vous soufflez sur les braises, vous essayez de le faire vivre. Ça, c'est l'arbitrage d'un débat. Vous êtes là, vous posez la question qui va jeter une goutte de poison, de venin ou un morceau de bois pour que le feu prenne. L'interview, c'est quelque chose de complètement différent, plus personnel, plus tête à tête. C'est plus la recherche de l'autre. C'est plus... on est trois dans une interview. L'interlocuteur, celui qui va écouter et regarder, et qui va faire la synthèse de ce qui se dit. Ensuite, moi, je pense que pour faire... on va faire la théorie de l'interview, mais comme ça,
je pense qu'il faut se dépouiller soi-même de soi-même. Il faut se vider. Et il faut se mettre en situation d'écouter l'autre, d'aller l'accompagner, de le chercher, de le provoquer, de provoquer ou un aveu ou sa propre vérité. On est à ce moment-là comme des révélateurs ou des chercheurs d'âme. D'accord, sans Aller forcément. chercher l'autre. Voilà. Et c'est pas la même chose que 4-5 personnes Oui. qui se parlent. Et puis pendant qu'ils se parlent, vous pouvez sommeiller, Oui. vous pouvez les laisser se parler, vous pouvez peut-être vous taire. Et d'ailleurs, un débat réussi s'il y en a 3 ou 4 qui se parlent sans qu'on intervienne, Oui. ou juste comme ça, très délicatement. Le Ou feu alors, dans l'heure où le feu a pris, où il va prendre, où l'incendie va se faire. Ou alors, si c'est dans une heure, là, si vous avez raté tel ou tel élément, ou mot, argument dans le débat, vous pouvez vous rattraper un quart d'heure après. Oui. Dans une interview, c'est pas possible. Je veux dire, parce qu'il y a une sorte de dramatisation, de dramaturgie, et en même temps de concentration. Vous ne lâchez pas l'autre. Voilà. Donc c'est intéressant de voir l'interview de cette manière-là et non pas être dans... Vous avez employé plein de verbes tout à l'heure intéressants, d'aller le chercher sans forcément le soupçonner et d'être dans quelque chose d'un petit peu hargneux. Non, simplement sa un vérité. rendez-vous. Voilà, Oui, voilà. Parce que On moi parle de je la pense... méthode anglo-saxonne, mais je préfère ce que Oui, vous indiquez là. non, mais attention, ça ne veut pas dire lâcher l'interlocuteur. Oui. Il m'est arrivé de dire que c'était presque un modèle. Il y a un journaliste confrère sérieux, sévère de la BBC qui a posé 14 fois la même question à Jusqu'à l'interlocuteur. obtenir une réponse. Et l'autre s'est écroulé. En Espagne, La torture. c'est un journaliste qui a dû la poser 10 fois. Moi, je crois que j'ai dû arriver à 5-6 fois. Et je me disais, ah, celui-là, ça s'est arrêté à 5-6 fois. Donc, ne pas lâcher. Mais la définition de mon métier, parce que j'ai une passion pour le journalisme, c'est qu'on ait bien en tête que nous sommes ni les cacatoès ou les perroquets des pouvoirs, ni des policiers, ni des procureurs, ni des juges, ni même des délateurs. Et la mode aujourd'hui, c'est de faire de la délation. Monsieur le procureur, vous avez vu celui-là? Il gagne tant. Vous avez vu, monsieur le procureur? Il a écrit il y a 10 ans ça. Vous avez vu, monsieur le procureur, ou madame la procureure? Il y a 35 ans, il m'a caressé la main ou la cuisse et il faut le... Non. Il fallait le chercher. Ouais. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être cool avec les harceleurs. Non, mais il faut informer, non pas... Ouais, en même temps, il faut les informer. Puis la dénonciation facile qui débouche par parfois un suicide de la victime, parfois une mise hors de la vie sociale. Et après, ça se termine par un classement sans suite ou un non-lieu, c'est pas bien. Oui, je comprends très bien. On remet les choses à leur place. De la même manière que les différents médias parlent aujourd'hui d'une défiance réelle des Français face au métier de journaliste. C'est un métier, je pense, qui est intéressant quand on va chercher une vérité. Et il est aujourd'hui assez précarisé. Les journalistes gagnent très peu leur vie, enfin en tout cas en démarrant le métier, et ont envie vraiment d'apporter quelque chose. Est-ce que cette défiance est logique et normale, ou est-ce que les Français, par principe, de toute façon, adorent critiquer et ont le sens de l'esprit critique? Il y a deux questions. Sur la précarisation et la paupérisation du métier, c'est vrai depuis longtemps, mais en même temps c'est une chance pour les journalistes, parce qu'il y a les médias audiovisuels, radio, télé, petite télé, internet, ça. Il y a des tas de chances pour que le citoyen ou le jeune s'exprime d'une manière ou d'une autre. Maintenant, quant à la défiance, c'est pas nouveau. Hein. Le public est extrêmement exigeant et il sait souvent trancher, juger mieux qu'on le croit. Chaque année, il y a des enquêtes, ou tous les 2 ans, il y a une enquête de la Croix sur le journalisme. Bon, là, cette année, ça a été très grave. Mais chaque année, c'est une fessée pour nous. Mais là, c'est grave. Et quand on lit le texte, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'à propos du traitement de l'affaire et du mouvement des Gilets jaunes, les gens reprochent aux médias une excessive dramatisation, de n'avoir pas donné la parole comme ils pouvaient le donner à toutes les parties, et d'avoir été souvent des acteurs, même pas des partenaires, mais des acteurs du débat. Et ça, les Français l'ont bien senti et ils ont raison. Donc on ne peut pas dire la défiance est injustifiée. Non, elle est justifiée. Et c'est donc à notre métier
comme nous demandons au pouvoir politique, au président, à l'opposition, à M. Wauquiez, à M. Machin, à M. Mélenchon, à XY, de se réformer, de se changer, nous aussi nous devrions tirer la leçon de ça et puis faire gaffe, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Parce que c'est vrai que sur les plateaux aujourd'hui d'Info Continue, donc vous êtes tous les matins sur CNews pour une interview à 7h20. Donc voilà, vous connaissez très très bien l'économie de ces chaînes-là qui est très Mais petite. CNews a essayé d'échapper oui. au travers que tel ou tel autre, que je ne cite pas, parce qu'ils étaient des rivaux, des concurrents, radio ou télé, ont utilisé, se sont comportés toujours avec les mêmes, en faisant de quelques gilets jaunes qui pouvaient s'exprimer ou qui ne s'exprimaient pas, des stars ou des vedettes sociales, alors que ils ont surtout renforcé la droite française. Oui, voilà, en effet. Donc c'est là où le public Ils ont très encouragé renseigné, d'une certaine façon d'abord la parole publique de tous, et ça c'est légitime, normal, mais en même temps, ils ont encouragé des phases de désordre qui ont des conséquences, et le résultat c'est un appel à l'autorité. Regardez, ou écoutez les maires, aujourd'hui les élus, qu'est-ce qu'ils demandent au président de la République? Le président de la région Grand Est qui était interrogé a dit faites preuve d'autorité, et il a dit non, ben oui, je ne veux pas me faire le complice du pire parce qu'on manifeste dans des manifestations violentes, etc. Et pas la démocratie de l'émeute. Donc il faut faire attention dans notre métier. Tout à fait. Mais je ne suis pas simplement le théoricien de mon métier. Non, non, du tout, c'est votre point de vue. Non, mais d'accord, mais je peux exister à titre personnel. Justement, et alors expliquer à titre personnel, peut-être pourquoi, enfin, c'est même pas seulement ça, mais pourquoi on fait ce métier, pourquoi et pourquoi je le fais aussi longtemps. Voilà, voilà. C'est ma prochaine question. Il y a les livres et la culture qui sont très importantes pour vous aussi depuis toujours. Est-ce que ça vous a permis de mieux appréhender l'histoire politique de ce pays? Est-ce que c'est important d'avoir toute cette histoire, 1000 ans d'histoire dans la tête ou plus même? Et en effet, cette longévité et cet amour du débat politique et de la politique est né quand? Voilà. D'abord, il y a beaucoup de questions. Vous avez eu beaucoup de questions. Bon, d'abord, je suis pas une interview de 4 heures. Non, je suis pas un journaliste politique. La politique, c'est un des éléments. La lecture, la culture, la musique, un opéra. Je suis pas très fort en peinture. Ma femme l'est, moi non. Mais la musique, l'opéra, les voix que j'ai appris peu à peu, la lecture toujours. Ça m'a pas appris à faire de la politique ou à la comprendre mieux, peut-être un peu, mais ça, comment dire, ça a illustré, ça a accompagné ma vie, ça a enrichi. C'est vos meilleurs amis, moi j'appelle ça comme ça. C'est mes amis, ça m'a sorti souvent de la mélasse où j'étais, ou de la crise, ou pas de dépression. Si je disais quelques auteurs qui m'ont accompagné, qui continuent de m'accompagner parce que ils aident à vivre, pas seulement faire de la politique. Et d'autre part, c'est vrai que la lecture de l'histoire, mais vous le savez, des livres de politique, l'histoire des mémoires, etc., permettent à mieux comprendre notre propre temps et à relativiser des événements ou des faits que quand on les vit, auxquels quand on les vit, on donne une dimension extraordinaire, alors que le lendemain ou le surlendemain, ils vont disparaître parce que la télé ou la radio passera à autre chose. On passe à autre chose. On passe à autre chose. On peut donner des tas d'exemples. On est pendant plusieurs jours sur l'affaire Benalla, parce qu'une période de vacances, Benalla. C'est vrai que c'est important. Mais après, il se passe une déclaration du président de la République, un mot tordu d'un tel, Trump qui est allé bombarder un machin, etc. Mais à la minute même, on l'a laissé. Tiens, l'autre jour, je le vivais, tout le monde était Benalla pendant 48 heures, 3 jours, l'information continue, les débats. Et Lagerfeld est mort. 3 minutes après, il n'y avait plus de Benalla, c'était Lagerfeld. Après, il y a eu une déclaration de Macron. Donc, c'est une urgence un peu incroyable. Ça, la lecture et tout permet de relativiser, de traiter. Et ça, j'aime bien faire les deux aspects, être dans l'instant, au plus près de l'instant, et en même temps anticiper, j'aurais dû dire 3, anticiper ou alors prendre le recul sur un fait et essayer de lui donner, quand il en a une, sa dimension historique. Sa dimension d'histoire. D'histoire, exactement. Nous parlions d'histoire, de place de culture dans la vie de chacun. Vous avez un amour profond pour les livres. S'il y a un livre que vous auriez voulu écrire, un livre que vous avez lu, que vous avez adoré, lequel serait-il? Alors c'est dur d'en choisir qu'un, mais voilà, je vais un peu corser un peu le truc. Vous êtes sévère, vous êtes dur. Un seul. Oui, un seul. Guerre et paix, Tolstoï, par exemple. Voilà. Alors qu'est-ce que ce livre vous a procuré?
réflexion sur l'histoire, sur les hommes, sur les comportements. Mais j'aurais pu dire aussi Alexandre Dumas, les mousquetaires, tous les mousquetaires, et le comte de Monte Cristo, j'aurais pu dire tout Balzac, j'aurais pu dire Stendhal, voilà mes préférés. Pas si je les avais écrits, mais disons déjà de les lire. Les lire, c'était bien. Il y a une place aussi importante pour, évidemment, les artistes et l'interview. Vous avez interviewé 3 personnes, donc Mitterrand, Mozart et Napoléon. Alors, si aujourd'hui, vous aviez la possibilité d'interviewer une autre personne, complètement inattendue, déjà revenons sur ces 3 personnes. D'accord, là vous mêlez la fiction au réel. Oui. Parce que il y a eu une cérémonie qui se produit en Belgique sur... c'était l'anniversaire de Waterloo avec des Belges qui jouaient Napoléon et tout l'état-major de Napoléon avant la bataille de Waterloo. J'ai interrogé celui qui jouait Napoléon et qui répondait par les phrases de Napoléon de l'époque, parce qu'il les connaissait par cœur. Mozart, c'est vrai, c'est l'anniversaire de sa mort. Je lui posais des questions comme on les pose et lui me répondait en musique. Ça, j'ai adoré. Mais la réalité, Mitterrand, c'était du bien réel. Gorbatchev, c'était réel. Mandela, plusieurs fois, c'était réel. Kofi Annan, c'était réel. Willy Brandt, c'était réel. Tous ceux que j'ai fait, Schoenlein, c'était des réels. Maintenant, si vous me demandez qui... Ben, il y en a tellement que j'aurais voulu interroger. J'ai réfléchi, je me suis dit Marie-Antoinette. J'aurais voulu être le défenseur de Marie-Antoinette face au tribunal de la terreur pour essayer de sauver sa tête. Pour 2 choses, 2 raisons. J'ai toujours été contre la peine de mort en toutes circonstances. Et avec Alain Duhamel, nous avons été des éléments déterminants pour que Mitterrand se prononce en faveur de ce qu'il voulait dire, l'abolition de la peine de mort. Et c'est Robert Badinter lui-même qui, dans des livres qu'il a écrits, reconnaissait que les questions ayant été posées, Mitterrand ne pouvait plus se défiler. Et personne ne pouvait se défiler. Donc là, peut-être avec l'aide du grand avocat qui était Robert Badinter, j'aurais bien défendu Marie-Antoinette. Je ne sais pas que j'aime la royauté, c'est pas que j'ai une passion particulière ni pour la monarchie, ni pour ce qu'elle a été Marie-Antoinette, mais la fin, il y a une injustice peut-être. Une immense injustice, une immense cruauté que souligne bien l'historien qui s'appelle Emmanuel de Varesquiel et qui a écrit un livre formidable sur le procès avec les pièces du procès. D'accord. Bon, voilà. Ici j'aurais voulu, si j'avais voulu ou pu interroger, voilà, Marie-Antoinette, parce que j'aurais pu vous dire le philosophe que j'aime, c'est Nietzsche. J'aurais pu voulu dire Sénèque qui m'accompagne. J'aurais pu voulu dire Marc Aurèle. J'aurais pu vous dire bon, d'accord, c'est presque classique. Mais Marie-Antoinette parce que ça fait la jonction de la défense des femmes, de la lutte contre la terreur, de la volonté de la réforme, la grande réforme, et en même temps de l'abolition du scandale qui est la peine de mort. C'est vrai que c'est une figure encore moderne, avec tout ce que vous venez d'exprimer. Marie-Antoinette, même si Sofia Coppola, dans le cinéma, a essayé de la faire réexister autrement, c'est une figure aujourd'hui, on aurait voulu la rencontrer. Moi, j'ai envie de rencontrer Madame de Staël, mais bon. Si un jour vous interviewez Madame de Staël, vous m'invitez. Madame de Staël, voilà. J'aurais bien voulu rencontrer... Madame de Récamier, vous m'invitez. rencontrer l'impératrice Élisabeth d'Autriche, Autriche-Hongrie. Oui. Nicole Avril, qui est mon épouse, a écrit une biographie formidable d'elle qui correspond non pas à la Sissi de Romy Schneider, mais ce qu'elle a été réellement. Elle a aidé des réfugiés, elle a donné de l'argent contre l'antisémitisme. Elle est allée voir la sœur d'Henri Heine, qui était un grand poète juif, maltraité par-ci par-là. Elle lui a donné une sorte de rente ou en tout cas de l'argent. Elle s'est battue contre l'esprit courtisan. C'était une femme assez extraordinaire, et pas seulement dans le portrait sucré qu'on en a vu au cinéma. Oui, c'est vrai, tout à fait. En effet, Nicole Avril et vous avez écrit un livre en 92 qui s'appelle « Taisez-vous, El Kabbach », qui est cette fameuse phrase prononcée sur Garde sur table, d'ailleurs, par monsieur Georges Marchais. Alors justement, ce titre, pour moi, il ne vous ressemble pas. Donc, se taire, c'est pas dans votre ADN. Il me ressemble pas pour 2 raisons, vous avez raison. D'abord parce que j'aime pas mettre mon nom comme ça, taisez-vous. J'ai jamais voulu que mon nom soit le titre d'une émission. Il y a un tel qui dit 18h machin, 14h Dupont. J'ai jamais voulu, même quand on me l'a suggéré. Ça, c'est l'éditeur qui avait dit il faut.
Moi, à l'époque, j'avais même proposé, je vais vous dire un truc que je ne dis jamais, je voulais dire le bouc émissaire. Ouais, je me dis, ouais, mais il avait raison, c'était ça. Mais c'était un livre de dialogue où Nicole Avril s'est comporté comme quelqu'un qui ne me passait rien et qui était d'une très grande sévérité. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait un jour, il n'y a pas longtemps, 4-5 ans, un livre, et qui s'est servi des questions que me posait à l'époque Nicole Avril, pour dire, même sa femme, elle Elle a le posé, condamnait, voilà. elle le critiquait. Donc c'est dire qu'elle ne faisait pas de cadeaux. Elle Mais fait bien son travail. elle c'est autre chose. Elle, c'est un écrivain, un grand écrivain français avec sa propre œuvre et 22 livres. Celui qu'elle a fait avec moi, c'est pour m'aider, me rendre service. D'accord. Ben, en tout cas, voilà, vous n'êtes pas de ceux qui se taisent. Voilà, c'est important de pouvoir dire pour s'affirmer. On se rend compte aujourd'hui. Il y a aussi le théâtre. C'est important pour vous quand même. Vous en avez fait. C'est quelque chose qui compte. Ça Et- apprend la gestuelle à s'exprimer, à Non, être. mais bon, Non, ça apprend pas tout ça. d'abord, contrairement à ce qu'on pense, j'ai été, je restais un type réservé, même timide. Mhm. Et le théâtre pouvait aider. Et dans un premier temps, j'allais suivre des cours. C'était au théâtre de Jean Villard, théâtre populaire. Je venais écouter des cours de types qui sont devenus de très grands comédiens avec de très grands profs et metteurs en scène. Et j'avais la trouille de monter sur scène. Ce que le théâtre a provoqué en moi, j'ai vu beaucoup de pièces que j'ai adorées, je peux en citer. Mais ce que le théâtre a provoqué en moi, c'est surtout une frustration. Vous savez pourquoi? Parce que j'aurais rêvé. Et Georges Clooney. Ça, il n'y a aucune chance. Mais j'aurais pu dire, parmi les grands acteurs du monde et de l'histoire du théâtre, c'est qui Georges Clooney? Hein? Oui. On peut dire d'autres qui sont de grands comédiens, Ouais. mais c'est pas ça, ou acteurs. Mais je rêvais de jouer, alors on est ensemble, je rêvais de jouer le rôle d'Oreste dans Andromaque de Racine. Ok. Celui qui est amoureux, qui est euh, dont celle Hermione qui l'aime ne tient pas compte, elle va lui demander de tuer l'empereur, il va le tuer, hein, et elle va le conduire où il va aller jusqu'à la folie. Et ça, c'était un rôle que je voulais jouer. Et quand là, vous me faites dire des conneries. Mais non, Mais c'est non, super. mais je voulais jouer au reste. Et on m'a dit, non, vous n'avez pas un tempérament dramatique, vous avez un tempérament comique. Ah bon? Moi qui suis tellement sérieux, ou non, qui suis pris pour un type sérieux, je suis sérieux dans le travail. Oui. Je suis plutôt un clown ou un type qui aime rire et qui aime l'humour et qui rigole avec mes amis et ma famille, mes proches. On me prend, voilà, on m'a dit non, le dramatique, c'est pas vous. Ben, en même temps, c'est vrai que les grands timides sont de grands comiques. Donc, Voilà, je voulais. Voilà. Ça, donc, Mais il y a le une théâtre, frustration. en revanche, le théâtre, j'ai vu beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup de moments importants, les pièces d'Ariane Mnouchkine, les mises en scène de différents types qui ont été des spectacles qui remuent, qui marquent. Les pièces de Patrick Chéreau, les Hamlet de Chéreau, le Roi Lear de Patrick Chéreau, bon, bref, le théâtre. Pas plus comme acteur depuis longtemps. Oui. J'aurais été finalement nul et heureusement. Et c'est un comédien qui m'avait dit, quand j'étais allé voir, il m'a dit, écoutez, faites des études, Oui. et si vous continuez à vouloir jouer, vous verrez. Il avait raison, c'était François Perrier. J'étais allé voir en rentrant d'Algérie. Bon, voilà. D'accord. Et justement, en parlant de stars, il y a Alain Duhamel, qui est un de vos complices depuis longtemps, qui dit, j'ai entendu dire très récemment à la radio, Jean-Pierre Elkabbach est une star, moi je suis un spécialiste de la personne que j'interroge. Bon, quand vous me parlez de théâtre, d'acteur, tout ça, je me dis, bon, est-ce que réellement le mot star est le bon mot Non, c'est étonnant, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une des raisons de contradiction et de désaccord que nous avons Alain et moi. Mais bon, pour une star. Je suis un journaliste connu ou reconnu, détesté par moments, bien aimé par d'autres. Je suis aussi bien encensé, ou j'ai été par moments encensé, et en même temps vilipendé. J'ai tout connu. Bon, mais c'est pas de ma faute. C'est à la fois le public, le destin, l'histoire qui m'ont donné, ou cette figure, ce destin. Mais je ne suis pas une star. Je déteste l'idée de la star parce que ça implique le people, la peopleisation. Alors que moi, je suis plutôt, je dis pas humble, je suis exigeant, je suis ambitieux, je suis orgueilleux, j'ai tous les défauts, mais je ne fais pas le mariole, je ne suis pas exhibitionniste, etc. Et quand j'étais président de France Télévisions, peut-être même quand j'étais directeur de l'information pendant 4 ans et demi, j'avais mis comme note de service moins de people dans les émissions, et même à Europe.
je me rappelle bien, moins de people, pas de numérique, comment on dit, numérologie, Oui, oui. pas de numérologie, pas de Oui. voyance, C'est vrai pas que de c'était la truc, pas mode, ça. d'horoscope. Ouais. Tout ça, je me suis fait taper dessus. Mais tout ce qui était un peu l'encouragement à l'irrationnel, ou au maniérisme, au tam-tam, c'est pas mon genre. Ben là, vous me parlez de Bibliothèque Médicis, voilà. C'est exactement cette émission Ouais, avec ouais. un sérieux, avec voilà, on sort un petit peu de la politisation et on est dans le fond. Donc voilà, donc ça donne tort à ce que disait Alain Duhamel, mais ça m'avait un peu étonné. Donc Non, j'ai mais envie j'aime d'avoir votre beaucoup, retour là-dessus. beaucoup Alain On et se moi, nous taquine, sommes voilà. très liés. C'est une amitié qui date depuis 77, d'une manière ininterrompue. Et quelquefois, on s'engueule. Vous voulez que je vous en donne une aussi? Chaque été, il va du côté de Nîmes, où il a une maison familiale. Et où il va régulièrement. Non, c'est pas. Non. Il va au cimetière de Nîmes voir sa tombe et la tombe de sa femme. Il a déjà choisi la tombe, le marbre, le nom. Tout est inscrit, Ah oui, d'accord. la date de naissance avec un petit tiret, il attend derrière. Et chaque fois, il me dit, en rentrant de vacances, tu as pensé à ta tombe? Ah, je pensais qu'il allait vous dire. Vous avez pensé Non. à aller me voir? Enfin, t'as Non, pensé à aller me voir? j'aurais pu. J'aurais qu'il allait dire ça. préféré. Vous avez raison. J'aurais Ah oui. préféré aller voir sa tombe Ah bah et lui oui. dire, elle est très bien choisie, c'est du Oui. très beau marbre, mais Je moi, t'ai laisse-moi rendu tranquille, pas la hommage mienne. aujourd'hui. Et oui, Mais voilà. c'est peut-être lui qui a raison. Je ne sais pas. Ouais, c'est bon, Le au moins, il sera pas le surpris. temps prochainement nous le dira. Oui, au moins, il sera pas Le surpris. plus tard possible entre nous. Hein. Oui, voilà, justement. Et alors, la dernière question autour de... je voulais savoir ce que Jean-Pierre Elkabbach pourrait dire au jeune Haïm, c'est comme ça que ça se prononce, si je ne me trompe pas. Jean-Pierre L, plus loin Kabach. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui à ce jeune enfant dans les années 40? Moi, Est-ce que maintenant, vous diriez à Haïm, à Haïm? je lui dirais merci. Oui. Je lui dirais merci. Je te dois tout ce que je suis devenu. Et je te dois l'homme que je suis aussi aujourd'hui. Tout est né d'Oran. Tout est né du cimetière d'Oran, que je connais parfaitement avec toute son histoire et l'histoire de l'Algérie à travers le cimetière d'Oran. Toute l'énergie, tous mes défauts, et j'en ai, mon caractère, ma sensibilité, ma curiosité, viennent d'Oran et de Haïm. Elkabbach, on l'avait écrit, on l'écrit en deux mots, mais en fait, c'est en un mot. Et je vais vous dire, maintenant, il y a une sorte de, je ne dis pas de réconciliation, on n'a jamais été divisé, mais de rapprochement, enfin, c'est le même. Et quand j'étais, je me rappelle au lycée, le jour des résultats du bac, j'étais allé voir les résultats, est-ce que je l'ai vu? Parce que les résultats étaient affichés à l'entrée. Et il y a un type qui est dans ma classe, qui est remonté, il m'a dit, n'y va pas, c'est un type qui s'appelle Haïm Elkabbach, c'est pas toi. Je dis, c'est moi sur ma carte d'identité, oui, c'est Haïm Elkabbach, etc. Et quelquefois, je me suis fait arrêter par des policiers en France et tout. Oui. Haïm Elkabbach, il y en a même une policière il y a 2 ans qui m'a arrêté, qui m'a tutoyé, qui m'a dit, tu as ton permis de séjour? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Une jeune. Oui, et heureusement, il y avait une deuxième voiture de police qui arrivait derrière et qui a dit, je vous présente des excuses, elle vient de sortir de l'école. Je lui pardonnais. Mais ou de la maternité, là, à ce niveau-là. J'avoue que j'avais été un peu surpris. Mais enfin, et pourquoi on fait ce métier? Pourquoi Haïm a permis à Jean-Pierre d'être ce qu'il est devenu, avec l'exigence, la rigueur, tout ça, et l'énergie? Parce que dans un des bibliothèques Médicis, j'ai trouvé peut-être la réponse. Il y a un poète persan du XIIe siècle qui s'appelle Farid Attar et qui raconte, comme vous le verrez, le cantique des oiseaux. Des milliers d'oiseaux partent de chez eux et ils vont voyager à travers le monde. Ils passent les montagnes, les vallées, tous les plus grands trucs. Au fur et à mesure, il y en a beaucoup qui meurent. Et un jour, quand ils rentrent, ils sont allés à la recherche de la perfection et ils se rendent compte que c'est en soi qui est à la fois la sagesse et peut-être la perfection. Eh ben, moi aussi, je suis un oiseau. Je suis un oiseau comme les oiseaux de Farid Attar. D'accord ? Génial. C'est super, c'est trop beau. Voilà. Bon, bah, on est obligé de s'arrêter là, mais moi, je Mais continuerai encore. Bon. Je trouve ça super. Bon, je suis vraiment contente d'avoir eu cette conversation. Vous m'avez fait parler, j'aime pas. Et j'aurais dû dire que j'aime pas parler de moi. Hein. J'aime pas parler de moi. Mais d'ailleurs, c'est vrai. Elle sait. J'ai trouvé très peu d'interviews de vous, voire pas. Non, je veux pas.
ouais, je ne sais pas, je n'aime pas, il faut vraiment que je sois forcé. Et par exemple, des tas de types de monde que j'écris dans un bouquin, Mhm. j'arrive pas à parler de moi et à raconter ce que j'ai fait, les gens que j'ai connus, les trucs, etc. Ah, il faut que vous trouviez quelqu'un pour vous aider. Non. On va continuer cette conversation. Voilà, En attendant, qu'est-ce qu'il en restera? Salut, on vous dit au à revoir bientôt. sur la ruche. Elle m'a fait sortir des confidences. Hein, et moi qui n'aime pas ça. Mais enfin, Voilà, bon, bah, tant mieux. Vous l'avez pas vécu comme une torture, j'étais sympa et non, douce. non, Bon, très bah, bien, c'est très bien. super. Moi, j'ai pas pontifié, j'ai essayé d'être le plus Bah, normal et vrai. naturel possible, Voilà, tel que naturel. je suis. Exactement. Non, c'est un vrai plaisir et je vous dis à très bientôt sur La Ruche Média. À Et bientôt et bonne chance à la Ruche Média. Hein. merci beaucoup, monsieur El Kabash. Au revoir.